Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec l'information, l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Et voici le programme de ce mercredi soir. Nous partons dans le Chablais à la rencontre des responsables du Géoparc. 2020 est l'année de la réévaluation pour ce territoire. Nous verrons ce que cela signifie avec Marie-Pierre Berthier, vice-présidente du syndicat intercommunal de l'aménagement du Chablais. Environnement toujours avec cette fois un focus sur nos lacs, le lac Léman, le lac d'Annecy et le lac du Bourget. Alice Nicoli a mené une étude sur le droit d'accès à leurs rives. Elle sera avec nous. Enfin, Valentine Bergy sera également sur ce plateau en fin d'émission. Avec elle, nous découvrirons le casino d'Évian, son théâtre et ses secrets. Mais avant ça, je reçois Fanette pour les titres de l'actualité. Salut Fanette. Salut Victoria. Alors ce soir dans le journal, on s'intéresse à la base polaire de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Voilà, la Grande Odyssée est terminée. C'est le Français Rémi Coste qui s'impose pour la 4e année. Mais avant, il y a eu cette dernière étape assez forte puisque les mushers et leurs attelages dorment à 2000 mètres au col du Mont-Cenis. Donc c'est Fanny Péchinet qui les a suivis dans cette aventure polaire. Et puis on découvrira un magasin un peu particulier. Ça se passe du côté d'Albertville. Tu le sais, l'économie circulaire est très tendance. Et là, donc, ce sont des vêtements qui ont été donnés, jetés dans les fameuses boîtes à collecte, qui sont ensuite triés et revendus. Donc, c'est un reportage de Clémence Roaldès pour qu'on comprenne tout ça. On verra ça. Fanette, je te garde avec moi pour la revue de presse qui est très en lien avec l'actualité, puisqu'il s'agit d'une vidéo réalisée par le collectif Interhôpitaux d'Annecy. À défaut d'être entendu, peut-être serons-nous vus. Voilà le message du collectif qui a diffusé ce mardi une vidéo plutôt choc. Il s'agit évidemment toujours d'alerter sur la situation dans les hôpitaux publics, sur le mal-être des personnels. Je vous propose de la regarder tout de suite. Voilà, c'est un peu angoissant pour commencer l'émission, mais ça témoigne bien de ce malaise donc, dans les hôpitaux. Dans un communiqué qui accompagne cette vidéo, le collectif Interhôpitaux d'Annecy rappelle ses principales revendications. L'augmentation du budget hospitalier, une augmentation significative des salaires, l'arrêt des fermetures de lits. Les personnels estiment qu'aucune mesure proposée pour l'instant n'est suffisante pour répondre à l'urgence de la situation et la prochaine mobilisation nationale est prévue le 14 février prochain. On reviendra bien sûr sur cette mobilisation dans nos prochaines éditions. Merci Fanette. J'ajoute que pour Annecy, par exemple, ils sont plus de 150 mobilisés, donc ça fait du monde. Ça fait un mouvement important. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour le journal à 18h30. Ce soir, on évoque le Géoparc du Chablais avec la personne qui en a la charge au sein du syndicat intercommunal. Bonsoir. Marie-Pierre Berthier. Merci d'être avec nous. Alors, le Géoparc du Chablais, c'est 900 km² de la rive sud du Léman jusqu'au sommet des Portes du Soleil, 62 communes, plus de 140 000 habitants. Le label UNESCO a été obtenu en 2015. Ça fait donc 5 ans. Où on en est aujourd'hui? Quel est le bilan de ces 5 années de label UNESCO pour le Géoparc? Eh bien, nous avons beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé pour asseoir d'une part le label, et d'autre part pour assurer la diffusion des valeurs du géoparc. Ce sont des valeurs liées au développement durable. Et effectivement, pendant 5 ans, eh bien, nous avons fait en sorte de développer auprès des scolaires, d'un public scolaire de toutes les matières, toutes les classes, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Nous avons essayé également de développer les valeurs du géoparc auprès des touristes,
qui sont nombreux dans notre région et dans le Chablais plus particulièrement. Et puis maintenant, nous essayons également de maintenir, de développer les valeurs auprès du public local, parce que nous avons 21 sites, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être labellisé Géoparc? Il n'y en a que 7 en France. Celui du Chablais, c'est une véritable fierté. Qu'est-ce qu'il faut pour être labellisé? Pour être labellisé, il faut déjà avoir un territoire d'excellence. Et ce territoire, le Chablais, évidemment, le porte avec une valeur géologique très forte. Nous sommes vraiment à l'origine de la fondation des Alpes. Les Alpes, elles se sont formées il y a 200 millions d'années à peu près. On ne va pas retracer toute l'histoire de cette géologie, mais néanmoins, c'est vraiment un patrimoine fantastique où on peut lire les différentes étapes de la glaciation avec le glacier du Rhône. Alors, à partir de là, nous avions développé cette valeur géologique et puis nous avons essayé de la traduire de belle manière sur des sites particuliers. Au-delà, nous avons 21 sites qui forment le Géoparc. Et 2020, c'est l'année de la réévaluation. Le label est un peu remis en jeu, si on peut dire. Qu'est-ce que ça signifie, cette réévaluation pour vous? Alors, la réévaluation, c'est tous les 4 ans. Donc, nous avons une nouvelle réévaluation cet été, enfin entre le printemps et l'été, on va dire. Et ça veut dire être encore meilleur qu'il y a 4 ans. C'est-à-dire il y a 240 critères, à commencer par la communication auprès du public, comme je le disais, local. Et c'est là un enjeu fantastique, parce qu'il faut qu'on diffuse ces valeurs. Et c'est ce que demande l'UNESCO. L'UNESCO donne ce label à partir du moment où, sur un territoire d'excellence, nous diffusons les valeurs de ce territoire. Alors les 240 critères, ils sont plus ou moins importants, et puis on les applique plus ou moins, parce que les géoparcs sont très différents. Il y en a 147 dans le monde. On n'a pas du tout les mêmes critères, on n'a pas les mêmes valeurs. Enfin, les valeurs de développement durable, nous les avons tous, mais après, on les décline d'une certaine manière en fonction de nos habitudes, de nos traditions, bien entendu. Donc là, pour cette réévaluation, eh bien, il est essentiel qu'on ait de meilleures valeurs qu'il y a 4 ans sur certains points, comme la communication d'ailleurs. Le Géoparc, on pense en premier lieu au côté nature, la roche, la terre, mais c'est tout un ensemble, ça englobe aussi des traditions, un bâti traditionnel, c'est bien ça? Absolument. C'est-à-dire que sur ce territoire d'excellence, il y a des hommes qui vivent, qui ont des traditions, qui développent des gastronomies, notamment un patrimoine gastronomique, c'est très important dans le Géoparc. Nous ne nous limitons pas à la nature ou à la géologie, c'est tout l'ensemble qui permet de faire vivre ce territoire, qu'il soit la nature, qu'il soit humain, qu'il soit historique aussi, bien entendu, même culturel, évidemment. Et puis, donc, je vous dis, la gastronomie, c'est important. Vous l'avez dit, il y a 21 sites, il y a plusieurs communes. Certaines communes se sont un petit peu inquiétées du côté du Liot à cause de l'extension d'une carrière. C'est un projet qui est en cours. Pourquoi il y a eu des inquiétudes? Est-ce que vous les comprenez, ces inquiétudes? Oui, alors je dois dire que le Géoparc s'est retrouvé dans un débat sur l'extension d'une carrière, bon, d'une manière un petit peu étrange, mais néanmoins, puisque le débat était lancé, nous avons saisi le conseil scientifique du Géoparc. Le conseil scientifique accompagne bénévolement le Géoparc. Il est composé de scientifiques, hydrologues, naturalistes, etc. Et du coup, nous sommes allés sur place. Nous avons décidé, puisque nous étions saisis, nous avons décidé d'aller voir sur place ce qui se passait avec ce projet d'extension qui a été validé par le préfet. Donc, nous sommes allés sous la pluie, dans un temps épouvantable. Nous avons crapahuté pendant 4 heures avec des relevés, des métrés, des photos. Bref, on a fait un travail fantastique. Et en conclusion, eh bien, nous avons conclu que l'extension ne touchait pas le site du Géoparc. Donc, tout est clair pour nous. L'extension de la carrière ne met pas en danger le site local du Géoparc. Pas d'inquiétude de votre côté alors. Comment fait-on si on veut venir découvrir ces différents sites du Géoparc du Chablais? Alors, le Géoparc n'est pas un office du tourisme, ce n'est pas une agence de voyage du tout. En revanche, parmi notre centaine de partenaires, tous les offices de tourisme du Chablais travaillent en relation avec nous. Alors, nous avons mis à disposition des guides
des guides que nous formons. Donc c'est une équipe de guides qui sont répartis donc, sur le Chablais. Et à partir de là, on s'adresse aux offices de tourisme pour mener des randonnées ou pour aller rencontrer effectivement des personnes qui sont comme par exemple, enfin je ne voudrais pas citer trop d'exemples parce qu'il y a 21 sites, alors ça m'ennuierait de donner des exemples. Mais enfin voilà, par les offices de tourisme, il y a des randonnées, des promenades de toutes sortes pour découvrir ces sites que nous avons labellisés. Et qu'on retrouve, j'imagine, sur votre site internet pour Bien les sûr, découvrir. bien sûr, avec une carte de découverte. On a parlé aussi de l'UNESCO récemment dans l'actualité puisque l'alpinisme a été classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce que vous pensez de cette reconnaissance? C'est une chance. C'est une chance d'avoir un territoire où deux labels vont se côtoyer, deux labels UNESCO de grande qualité d'excellence vont se côtoyer et c'est très bien pour nous, c'est très bien en termes d'image, c'est très bien en termes d'attrait et d'atout. Qu'est-ce qu'on souhaite au Géoparc du Chablais pour cette année 2020? Une réévaluation réussie avec un carton vert, puisqu'il y a 3 cartons. Carton rouge, on sort du label. Carton orange ou jaune peut faire mieux et doit faire mieux. Et puis le carton vert qui effectivement nous permet de continuer dans cette même voie d'excellence. Bon, ben on vous souhaite le carton vert en tout cas. Merci beaucoup. Marie-Pierre Vertier d'être venue nous voir sur le plateau pour nous présenter le Géoparc. À bientôt. On va rester dans le thème de l'environnement et dans le Chablais en partie avec ma prochaine invitée. Il s'agit d'Alice Nicoli. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes docteur en géographie, agrégée de géographie. Vous enseignez à l'ENS de Lyon, l'École normale supérieure. Et vous êtes avec nous parce que vous avez écrit une thèse sur les lacs péri-alpins. Donc vous avez travaillé sur le lac d'Annecy, le lac du Bourget, le lac Léman et un petit peu sur le lac de Caume en comparaison. Plus précisément, vous travaillez sur l'accès aux rives. Le titre de votre thèse, Accéder aux rives des lacs péri-alpins, un droit aux espaces publics au défi de la privatisation. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi vous avez décidé de travailler sur ce sujet? Alors je pense que l'origine de ce sujet, c'est ma connaissance, on va dire, empirique et personnelle de ces lacs, et en particulier du lac d'Annecy, à proximité duquel j'ai grandi. Et ensuite, au fil de mes études en géographie, cette connaissance empirique est entrée en écho avec des notions, des phénomènes géographiques qui m'ont été donnés d'étudier, notamment les questions d'accès à l'espace pour les pratiques de loisirs, mais aussi les questions de privatisation, et en l'occurrence de privatisation du littoral, donc de l'espace qui donne accès au plan d'eau et qui est donc stratégique pour toutes les pratiques de loisirs. Et ça veut dire qu'il y a un véritable conflit entre accès privé et accès public aux lacs. C'est une vraie problématique pour les lacs, pour nos lacs? Alors un véritable conflit, c'est peut-être un peu trop dire, mais dans l'absolu, il y a du moins une tension entre l'appropriation privative des rives, qui est un héritage historique qui s'est mis en place à partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc entre cette privatisation héritée et la demande sociale de lacs qu'on observe aujourd'hui dans la société, à la fois de la part des touristes, mais aussi de la part des habitants pour leurs pratiques récréatives quotidiennes. Alors, pour bien comprendre, quand vous dites privatisation, à quoi ça correspond? C'est une plage privée? C'est pour bien faire la différence entre les deux? Alors, quand je parle de privatisation, je parle du constat qu'une partie des littoraux de ces lacs sont sous le régime de la propriété privée, et que donc l'espace qui donne accès au plan d'eau, qui lui fait partie du domaine public, donc cet espace qui donne accès au plan d'eau est sous maîtrise privée. Donc je ne fais pas forcément référence à un processus qui serait en cours et qui irait vers plus de propriété privée, mais simplement je parle du constat qu'on a de la propriété privée au bord de ces lacs. Est-ce que tous les lacs sont concernés de la même façon ou est-ce qu'il y a des différences entre le lac Léman, le lac d'Annecy par exemple?
Alors tous ces lacs ont le même statut au plan juridique, c'est-à-dire qu'ils font tous partie du domaine public. Dans le droit français, on parle de domaine public fluvial, même s'il s'agit de lacs. Et en revanche, leurs rives ne vont pas avoir de statut de propriété prédéterminé, et le statut de propriété des rives va dépendre très localement des historiques fonciers, des acquisitions qui ont pu être faites soit par des personnes privées, soit par des personnes publiques, communes ou autres personnes publiques. Donc un statut juridique commun, mais en revanche des situations empiriques différentes. Donc d'un lac à un autre, on n'a pas du tout les mêmes taux, enfin d'un lac à un autre, mais aussi d'une commune à une autre, on n'a pas du tout les mêmes taux de propriété privée et de propriété publique, mais aussi pas du tout les mêmes taux dans les faits d'accès libre, d'accès parfois payant, d'accès strictement privatif, d'accès qui peut parfois être interdit pour des raisons de protection de l'environnement, ou encore d'accès difficile au simple plan physique quand on a des pentes très, très importantes. Donc il y a vraiment ces deux registres d'analyse à avoir à l'esprit, la propriété juridique stricto sensu, public-privé, et encore là il y a parfois des petites subtilités, et l'accès concret, réel, qui lui se décline en plus de catégories. Et ces deux grilles d'analyse ne se recoupent pas toujours. On peut avoir de la propriété privée où l'accès est possible, et on peut avoir de la propriété publique où l'accès va être soit payant, soit parfois concédé pour des usages privatifs. Vous avez rencontré une multitude d'acteurs, j'imagine, pour votre travail, pour votre thèse. Vous avez notamment rencontré des collectifs qui se mobilisent pour le droit au lac. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous les avez rencontrés? Alors, dans le cadre de ma thèse, qui est une thèse donc, de géographie humaine, donc, qui est une science sociale, j'ai beaucoup mobilisé la méthodologie des entretiens. Donc, je suis allée rencontrer tous les acteurs qui étaient concernés par ces questions. Donc, ça veut dire les acteurs publics, les maires, par exemple, les services de l'État, le conseil départemental, etc. Mais je suis aussi allée voir les associations, donc tant les associations de défense des propriétaires riverains que les associations qui, effectivement, sont mobilisées, enfin, revendiquent un meilleur accès public au lac. Donc ces associations qui font un gros travail depuis le début des années 2000, voire le début des années 2010, c'est un phénomène assez récent, ces associations ne sont pas pour autant le seul acteur en jeu dans ces questions d'ouverture, fermeture des rivages lacustres. Mais je tenais à les enquêter, comme on dit, pour justement me faire une idée de leurs moyens d'action, des difficultés qu'ils rencontrent, des succès qu'ils peuvent avoir dans certains cas, et du coup des avancées, des évolutions qu'ils peuvent impulser au bord des lacs que j'étudiais. Vous avez notamment présenté votre travail lors d'une conférence qui était organisée par l'association Le Lac pour tous. Pourquoi vous avez tenu à leur présenter votre travail ? Donc c'est une des associations que j'ai beaucoup rencontrées à plusieurs reprises pendant ma thèse. Et effectivement, ils ont organisé cette conférence pour que je présente publiquement les résultats de mon travail. Et moi, ça me paraissait important au sens où je pense que la science, et en particulier les sciences sociales, ont un rôle dans la société, d'éclairer les enjeux, voire les conflits quand il y en a. Et donc ça me paraissait important, après 3 ans de travail sur cette question, de retourner, comme on dit, sur le terrain, présenter les résultats de ma recherche. Est-ce que vous allez continuer à travailler sur ces lacs périalpins ? Eh bien, j'espère. On verra où m'emmèneront les perspectives de carrière, qui sont parfois un peu compliquées dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mais j'espère pouvoir continuer à travailler sur ces lacs, auxquels je tiens aussi beaucoup au plan personnel. Bon, on vous le souhaite en tout cas, on vous souhaite bonne chance dans la suite de votre carrière. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau d'Accès Direct, Alice Nicoli, et de nous avoir présenté cette thèse et ce travail. Très bonne continuation à vous. Pour terminer cette émission presque 100% Chablais, j'accueille Valentine Berger, responsable marketing du Casino d'Évian. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Accès Direct. Alors on connaît la belle façade du Casino, mais on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Casino d'Évian ? Alors le Casino d'Évian, c'est un casino qui fait partie du groupe Évian Resort. C'est un lieu de divertissement qui est aujourd'hui mythique à Évian, comme vous l'avez dit, avec la facette. Et on accueille plusieurs
divertissement, que ça soit du coup l'offre jeu qu'on connaît avec 225 machines, des jeux de table et aussi l'offre restauration. On a 4 restaurants, un piano-bar, un salon réceptif où on peut accueillir des séminaires, des mariages ou bien encore des mini-spectacles. Et on a aussi un théâtre à Évian. Le théâtre, c'est un peu la petite pépite. Pour avoir vu des photos de ce théâtre, il est très très beau. C'est un peu votre trésor caché? Tout à fait. Le théâtre d'Évian est magnifique. Il a été inauguré en 1885. Il possède 290 places et c'est le théâtre Antoine Riboud qu'on met justement en lumière. Vous êtes en charge de la programmation de ce théâtre et cette année, vous avez choisi des artistes locaux comme le pianiste Alexandre Prévert. Effectivement, on est très heureux d'avoir Alexandre Prévert. Il est de la région, il est savoyard. C'est la première fois qu'il va jouer en Haute-Savoie. C'est un jeune pianiste qui sort du Conservatoire de Paris. Il a 23 ans, il a plus de 20 pays à son actif, 5 langues différentes, 4 saisons de spectacle, 100 dates. Il a inventé un nouveau genre de spectacle, qui est le stand-up classique, et donc un spectacle pour rire, mais aussi poétique et musical. L'idée, c'est aussi de proposer une programmation assez variée, parce que j'ai vu qu'après, vous allez avoir un peu de magie avec un mentaliste. Oui, on accueille Léo Brière le 13 juin au théâtre Antoine Riboud à Évian. Léo Brière, il a fait ses preuves sur des plateaux télé parce qu'on l'a connu sur Incroyable Talent. Il a été demi-finaliste. Il est champion de France de magie en 2019 et il fait aujourd'hui son 2e spectacle qui va venir à Évian. Et c'est un spectacle sur les mystères du cerveau, sur le mentalisme moderne. Et puis un peu d'humour, là, ça sera plutôt en fin d'année, à l'automne. Oui, on accueille la jeune humoriste Tania Dutel, qui est aujourd'hui incontournable sur la scène du stand-up en France. C'est la protégée de Verino. Elle est actuellement sur scène au Grand Point Virgule à Paris. Et on peut voir aussi la première partie de son spectacle sur Netflix. Donc voilà, un humour décalé d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura d'autres temps forts, que ce soit au théâtre ou au casino cette année? Oui, alors le casino a sa particularité que tous les jours, il se passe quelque chose, que ça soit les week-ends, donc le vendredi, samedi et dimanche, on accueille des scènes musicales, que ce soit DJ ou groupe de musique. On a aussi des grands jeux sur des thèmes, comme là par exemple cette semaine, on a le Nouvel An chinois. Et plus loin, qui va arriver vite, c'est le carnaval de Rio qui va arriver en février, où là on va pouvoir faire gagner l'heureux ou l'heureuse qui va pouvoir partir au Brésil. À Rio de Janeiro pour fêter justement ça. Et après, on a plein de temps forts à l'année, que ce soit dans nos restaurants ou dans nos salons ou avec des dîners-spectacles et surtout sur la fin de l'année où on a une forte période de dîners-spectacles de mi-novembre à mi-décembre. Est-ce que le public vient toujours au casino? On a une image un peu vieillotte des casinos. Oui. Comment on communique? Comment on fait venir les gens au casino d'Évian? Eh ben, on redynamise la cible et c'est avec tous ces événements et ces temps forts que les clients du coup poussent la porte du casino, que ça soit par les spectacles, les jeux. On acquérit des innovations. Là, en décembre, on a accueilli 3 nouvelles machines en exclusivité régionale, qui est Farmville, Mad Max et Madonna. Donc, il y a les roulettes électroniques, comme on peut voir à l'écran, qui justement innovent et fait venir de plus en plus de jeunes au casino d'Évian. Donc, vous arrivez toujours à innover pour continuer à vivre au cœur d'une ville sur les bords du lac Léman. Oui, on essaye et on se le doit aujourd'hui justement d'apporter de l'animation et d'être vraiment un lieu de divertissement à Évian et au bord du lac Léman. Est-ce que la proximité de la Suisse est un atout aussi pour vous? Bien sûr, il y en a qui font la route, ils prennent le bateau pour venir découvrir les spectacles ou même nos restaurants. Aujourd'hui, on a 4 restaurants. Tous ont un type de cuisine différente. On a le Savannah qui est juste en haut des machines électroniques. On a le Baccarat qui est à l'intérieur des jeux de table, donc un esprit un peu plus feutré. Donc les Suisses se déplacent dans notre casino et on est très heureux de les accueillir.
Est-ce que vous participez ou vous profitez aussi des événements comme on a eu les flottins par exemple au mois de décembre? C'est quelque chose qui vous ramène aussi du monde? Oui, on est en partenariat d'ailleurs avec les flottins depuis plus d'une dizaine d'années. Les flottins nous amènent du monde, surtout dans nos restaurants, et c'est avec ce partenariat-là justement qu'on essaye de s'entraider, surtout en étant acteurs d'Évian. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette année 2020 au Casino d'Évian? Eh bien, encore plein d'innovations, plein de beaux moments à partager, des temps forts et surtout que les clients partent de notre casino avec le sourire et du divertissement. Merci beaucoup Valentine Berger, responsable marketing du Casino d'Évian, de nous avoir présenté ce très beau lieu. On vous souhaite donc une très belle année 2020. Merci à vous. On reste ensemble juste après la pub. C'est le journal avec Fanette Debuisson.